Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. On a parlé la semaine dernière des conflits et notamment des conflits en termes de couple quand on n'est pas tout à fait câblé comme tout le monde, quand on a un cœur qui est resté bloqué à 4 ans et demi et un cerveau surpuissant qui veut tout comprendre, tout analyser et qui s'auto-analyse énormément et à quel point ça peut être la merde quand on est en conflit, notamment de couple entre les deux. Ça m'a donné envie d'aller sur le terrain du couple justement parce que je crois que c'est un point important et j'en parlais un petit peu sur la notion des émotions. Comment est-ce que quand on est des personnes, on va dire neuroatypiques, mais en tout cas hors cadre, hors norme, on a du mal à se retrouver dans les schémas traditionnels classiques de la société où globalement ça nous dit le but dans la vie c'est une carrière unique, les schémas classiques de la société, le petit pavillon en banlieue, la Renault Scénic, le Golden Retriever et les deux têtes blondes, ou pas blondes d'ailleurs, mais vous voyez un peu l'idée, on a du mal à se retrouver là-dedans. Et on a aussi du mal, de fait, à se retrouver dans les relations de couple traditionnelles classiques, parce que comme tout chez nous est hors norme, les relations de couple, elles aussi, peuvent être hors normes. Et à quel point c'est important de ne pas se chier sur le casting de départ, parce que ça va conditionner énormément de choses. Ce que je vois souvent, quand même, c'est que les personnes qui sont comme nous, câblées un peu différemment, ont déjà du mal à se voir elles-mêmes et s'analyser elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut leur dire pendant 4 ans, choisis des gens à ta hauteur. La hauteur, elles ne savent pas ce que c'est. Bref, tout ça, on va en parler. Comment bien choisir un partenaire et sur quels critères et comment faire en sorte d'avoir une relation de couple épanouie quand on n'est pas câblé comme tout le monde. Bienvenue, moi c'est Gaëlle Collet. Je suis moi-même bien neuroatypique dans mon genre et je suis thérapeute et j'aide les personnes comme nous. Du coup, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, vous êtes à la maison, vous êtes bien tombés. Félicitations, vous avez trouvé votre chemin. J'aide les personnes comme nous à taper dans leur plein potentiel, ouvrir leurs ailes et enfin à vivre une vie qui est à leur hauteur, à leur image et pas à l'image de ce que la société voudrait qu'on soit. Parce qu'on est vraiment atypique dans ce sens-là et c'est pas mal d'essayer de rentrer dans le moule parce que ça fait des vies en souffrance et moi je nous aide à taper dans notre plein potentiel, créer des vies sur mesure, trouver notre place là-dedans et comment gérer notre système avec le monde pour pas se retrouver en exclusion complète et dans notre petite, dans mon cas, van au milieu des Andes en Argentine en train de se dire au moins là je suis tranquille. Ouais, non, ça évidemment j'ai expérimenté, c'est très très cool, mais si on veut vivre une vie entourée de personnes, c'est pas mal de dépasser ce stade-là, qui est, je le reconnais, très confortable. Quand on est solo et indépendant et autonome, c'est quand même très, 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 très paisible. Mais en fait, concrètement, c'est pas toujours possible et pas toujours souhaitable non plus. Bref, allons-y sur la question du couple. Et on va commencer par la question du casting de départ. Comment est-ce qu'on fait pour choisir quelqu'un qui soit compatible avec nous ? La première chose, et c'est ce que je vois vraiment tout le temps, en consultation, dès que je suis avec quelqu'un qui est neuroatypique, c'est qu'il a aucune idée, ou elle n'a aucune idée de sa valeur. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas quel type de personne elle est. Elle est incapable de se jauger sur mais est-ce que je suis quelqu'un de bien, pas quelqu'un de bien, mais en fait, comme on a toujours été hors des clous, hors des cases, c'est comme si les systèmes d'évaluation des gens, des catégories, comme ils disent, là, les coachs en séduction et compagnie, là, en fait, ne s'appliquaient pas à nous. C'est comme si nous, on ne savait pas où se situer dessus. Incapable. Mais ça, c'est aussi parce qu'on est très, très nul à se poser des grandes questions existentielles du style qu'est-ce que l'amour ? Est-ce que je l'aime vraiment ? Est-ce que je suis vraiment en train de ressentir de l'amour ? Ou est-ce que, voilà, parce que comme nos émotions sont l'équivalent de montagnes russes, des fois on aime, des fois on n'aime plus, et qu'on a l'impression que quand on ne ressent pas ces grands moments d'engouement, de j'ai envie d'être avec cette personne et de vivre dedans elle, dans sa cage thoracique pour être au plus près de son cœur, là, c'est que je l'aime pas. Si je ressens pas ça, c'est que je l'aime pas. Non, c'est juste que nos émotions sont tellement tout feu tout flamme qu'on passe de l'une à l'autre et que voilà. Tout ça, là, ça fait un gros bordel dans notre capacité d'intégration intellectuelle de tout ce dont on... Tout ça, ça fait un gros bazar intellectuel et ce qui fait qu'on est incapable de répondre à la question de mais qu'est-ce que tu vaux, toi ? Parce que c'est bien gentil d'avoir des super critères très intéressants d'une liste longue de 2 copies doubles sur qu'est-ce qu'on voudrait chez l'autre, mais encore faut-il qu'on soit à cette hauteur parce que on peut bien demander de sortir avec Brad Pitt ou je sais pas qui, si on n'est pas à la hauteur de ça, c'est compliqué. Donc, commençons par la base de la base de la base. On n'a pas besoin d'avoir une très bonne estime de soi, ou de la confiance en soi, ou de l'amour de soi, pour être avec quelqu'un qui est à notre hauteur, de base. C'est sûr que ça aide, je ne vais pas vous le cacher, c'est sûr que ça aide. Ce dont on a besoin pour réussir à trouver quelqu'un à notre hauteur, c'est des critères clairs. Les critères, ce sont ceux que nous, on veut, pas que la société nous donne. Et moi,
dans ma petite expérience en tant que thérapeute de couple notamment, j'avais trouvé ça plutôt pas mal de mettre les critères sur globalement 3 choses que j'appelle les 3 C. C'est le cerveau, la connexion intellectuelle avec cette personne, le cœur, est-ce qu'il y a des sentiments qui naissent ou pas, et le corps ou le cul. Hein, voilà, globalement, l'idée, c'est le rapport de peau à peau, le rapport charnel si on en a, bref, quelque chose de l'ordre de l'intimité des sens. Donc, est-ce qu'on aime bien son odeur? Est-ce qu'on aime bien toucher sa peau? Comment est-ce qu'on se sent quand éventuellement on a des relations avec lui? Bref, ou elle. Bref, tous ces trucs-là, ces 3 critères-là. Et il ne faut pas qu'il y en ait un qui manque. On peut pas me dire ah il est vraiment trop bien, il est vraiment génial, je l'aime vraiment trop, on s'entend trop bien, etc. Je commence à m'attacher à lui, mais je déteste son odeur ou mais sexuellement ça marche pas. Bah si c'est quelque chose qui est important pour vous d'avoir des relations sexuelles, il va falloir que ça fonctionne. Donc on ne fait pas l'impasse sur l'un des 3. C'est les 3 ou rien. Voilà. Et ces critères-là ne dépendent pas du statut social, ne dépendent pas de la couleur des cheveux, ne dépendent pas de la taille, du poids ou quoi que ce soit. C'est vraiment des critères qui sont de compatibilité, de connexion. C'est est-ce qu'on connecte intellectuellement avec cette personne? Est-ce que ça clique? Est-ce qu'on a besoin... Oh, cette magnifique phrase que j'ai vue, je vous la partage, elle m'a vraiment fait... elle m'a donné des frissons, c'est trouver quelqu'un qui parle votre langue pour que vous ne passiez pas votre vie à tenter d'expliquer votre âme. Magnifique. Et c'est exactement ça. Quand ça clique intellectuellement... ça veut dire qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a le même humour, plus ou moins, en tout cas que la personne est capable de nous faire rire, parce que ça dit beaucoup l'humour sur les gens. On a les mêmes valeurs, on a les mêmes points de vue sur la vie et où on veut aller dans la vie. On a la même vision des choses en termes de construction, de famille, ou non-construction aussi. Hein. On n'est pas obligé toujours d'être dans le plan classique de couple, mais en tout cas, on a les mêmes visions des choses. Et en termes de communication, c'est fluide. On n'a pas besoin d'expliquer 4 fois ce qu'on a voulu dire à chaque phrase. En gros, c'est ça. Ensuite, la connexion de cœur à cœur, là on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du sentiment, on ne contrôle pas. Et tant mieux qu'on ne contrôle pas ce truc-là parce qu'au moins on ne peut pas mentir. Il y a cette grande phrase qui dit le corps ne pense pas. Et c'est vraiment ça, c'est si vous ne savez pas avec votre tête, même si quand on doute en général ça pue, mais bon, mettons, des fois on peut douter parce qu'on a été traumatisé avant, parce qu'on a très très peur, et nous comme on passe notre temps à être toujours un petit peu dans nos têtes en train de se dire mais est-ce qu'on doute pas, est-ce que vraiment on pense bien, vu qu'on remet tout 4 fois en question. Ne pas douter, c'est quand même un petit peu optimiste. Hein. Je ne sais pas dans quelle situation de ma vie j'ai jamais douté, mais je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Et ça marche aussi en couple. Donc, foutons-nous la paix avec ce truc-là. Éventuellement, le doute veut dire que c'est la merde, mais en fait, peut-être nous, ça veut dire qu'on est humain et qu'on est en train de réfléchir et qu'avec notre cerveau, on n'a pas le choix que de douter. Bref, petit aparté par rapport à ça. Terminé, on revient au cœur. Le corps ne pensant pas. Si avec votre tête, vous ne savez pas, parce qu'il y a du bon, du moins bon, du machin, demandez à votre corps. Si vous ressentez des sentiments amoureux pour cette personne, si vous sentez des sentiments qui croissent pour cette personne, sachant que ceci n'est pas les papillons dans le ventre, ceci n'est pas ça. Hein. Les papillons dans le ventre, ça veut dire que votre système nerveux, quand même, les papillons dans le ventre, c'est ce qu'on ressent quand on a une intoxication alimentaire aussi. Hein. Donc, il faut faire attention, c'est pas bon signe. Hollywood nous avons dit que c'était le coup de foudre, c'est pas bon signe le coup de foudre. En fait, les papillons dans le ventre, c'est notre système nerveux qui est en mode alerte. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise idée, mais ce n'est pas non plus du tout signe de bonne chose. Hein, donc, il faut bien décorréler ça. En tout cas, notre corps, lui, sait, que ce soit physiquement avec nos sens, le 3e C, ou que ce soit avec notre cœur, globalement, on ne se plante jamais. Si ça ne marche pas, la connexion avec cette personne-là ne marche pas de cœur à cœur ou de corps à corps, ce n'est pas trop la peine d'essayer. Ce sera sûrement un super ami ou une super amie, mais ce n'est pas trop la peine d'aller plus loin. Bref, en termes de casting, il faut faire attention à ces choses-là. Une fois qu'on a dit ça, je reprends les grandes notions de base de notre valeur. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que comme on est tout à fait capable de comprendre intellectuellement d'où viennent les gens, pourquoi ils réagissent comme ça, et comme on s'est intéressé à eux assez vite et qu'on est des gens avec qui c'est facile de parler et de se livrer, puisqu'on est dans notre structure, on dégage un truc ultra bienveillant et on est propre, on est capable d'écoute et d'empathie. Donc c'est très agréable pour les gens de nous raconter parce qu'on ne juge pas, on comprend et puis on arrive à faire les liens avec leur histoire. Donc en plus pour nous, il y a quelque chose de l'inné dans le fait de comprendre les gens. C'est pour ça qu'on fait des bons thérapeutes, des bons conseillers, en général, parce que c'est inné chez nous ce truc-là. L'écoute active, l'empathie, la compréhension et connecter les liens. Donc, comme on est capable de faire tout ça, globalement, ça nous rend particulièrement susceptibles Comme on est capable de faire tout ça, on est particulièrement capable aussi. Comme on est capable de faire tout ça naturellement et qu'on s'en rend à peine compte quand on le fait, en fait, ça nous rend susceptibles d'excuser des comportements parce qu'on les comprend. Et que par notre compréhension vient naturellement de l'empathie, de la compassion. Donc, en fait, on a tendance à se coltiner, entre guillemets,
tous les gens à sauver, tout simplement, même si on n'est pas forcément dans le syndrome du sauveur, ce qui serait tout à fait notre cas aussi, on est tout à fait capable de faire ça, vu qu'on n'aime pas les conflits, on a très envie de gérer les émotions des autres, hein, ça c'est tout à fait un truc qu'on aime bien faire, puisque les émotions des autres, quand l'autre va pas bien, nous on se sent pas bien, comme on n'aime pas mal se sentir, parce que ça crée de la disharmonie, on essaie de sauver l'autre pour que ses émotions changent et que du coup nous on se sente mieux aussi. Mais en fait on veut pas le sauver lui, on veut juste arrêter de sentir mal nous. Bref, petite parenthèse fermée sur le syndrome du sauveur. Globalement, ce qui peut nous arriver aussi, mais indépendamment de ça, c'est juste que notre tolérance est plus élevée. Notre tolérance au comportement de merde est plus élevée parce qu'on les comprend et qu'on est plus résilient émotionnellement. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les émotions que je mets là. Bref, de fait, ça nous rend plus susceptibles de nous retrouver avec des personnes qui vraiment ne sont pas faites pour nous. Ou en tout cas, peut-être pas les meilleures possibles, ça c'est clair. Parce qu'elles sont encore en train de gérer des choses qui vont nous coûter très cher en termes d'énergie, d'émotion, etc. Donc ça veut dire qu'il faut faire toujours un peu gaffe à quand on rencontre quelqu'un. Est-ce que, donc déjà notre intuition est censée nous guider, hein, si on l'a pas à l'envers, la boussole, normalement ça nous guide bien. Quand on s'est bien reconnecté à soi, quand on a bien décidé de taper dans son potentiel, globalement on se permet de vraiment être qui on est et donc notre boussole reprend le nord et là il n'y a plus trop de doute possible entre ce que c'est une bonne personne ou pas, il faut juste pas se négocier par rapport à ça. Mais en général on sait très vite. Quand on est face à quelqu'un qui ne correspond pas à ce qu'on veut dans la vie, ne nous offre pas le type de relation qu'on veut, n'a pas les comportements qu'on pense être dignes d'une relation, ou bien qui ne sont pas compatibles avec une relation saine, et que globalement, ça ne va pas avec les critères qu'on s'était mis, nous, sur ce qu'on veut vivre dans une relation. J'en arrive à comment on fait, du coup, très très vite, dans un instant. Quand cette personne-là ne remplit pas les critères de ce qu'on veut vivre nous dans une relation, en fait, il ne faut pas essayer à ce moment-là de se négocier soi ou de le négocier lui ou elle. Il faut arrêter la relation. Point. Parce que probablement que si cette personne-là doit changer, c'est pas à notre contact quand on la laisse être telle qu'elle est sans aucune conséquence sur les actions de ses actes qu'elle va changer. C'est souvent on s'extrait de la relation, que ça va lui donner le déclic qui va lui permettre de changer si jamais elle voulait changer elle-même. Ce qui est quand même pas souvent le cas. Hein. Quand on voit à quel point c'est dur de se changer soi, on imagine à quel point c'est illusoire de vouloir changer les autres. Et il est très possible que les autres n'aient pas envie de changer aussi. Nous, on est toujours en constante évolution, on a toujours envie de s'améliorer. Nous, les autres, pas tout le temps, hein, vraiment pas si souvent que ça. Parce que c'est très confortable de rester tel qu'on est. Donc il faut faire un peu gaffe à ce truc-là et pas hésiter à s'extraire de la relation quand on voit que la relation ne va pas mener là où on voudrait qu'elle aille à cause du comportement de l'autre et de nous, notre façon d'y réagir. Parce que souvent, j'ai ce truc-là de oui, mais si moi je change, évidemment, on en a parlé, c'est ce truc-là des émotions de oui, mais si moi je réussis à changer, du coup, l'autre, il va pouvoir aller mieux et du coup, notre relation va se maintenir. En fait, on essaie de se changer soi pour privilégier la relation. Encore une fois, c'est de la vidéo sur les émotions dont je vous ai mis le lien là-haut. Certes, mais nous là-dedans, est-ce qu'on est épanoui? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voudrait? Probablement pas. Et ça, c'est une question qui est ultra dure pour nous à répondre aussi, parce que épanoui, on sait pas trop bien à quoi ça ressemble. Et c'est quoi l'épanouissement? Ça veut dire quoi? Notre vie étant toujours un petit peu faite de montagnes russes, on n'est jamais vraiment à notre place, et quand on n'est pas dans des grandes phases d'expansion, globalement, on se retrouve à se demander si on n'est pas en train de faire de la merde. En gros, c'est compliqué de répondre à la question de l'épanouissement. C'est pour ça que c'est si difficile pour nous d'avoir des bons partenaires. C'est que les questions auxquelles on devrait pouvoir répondre de façon simple et limpide, qui nous guideraient, qui nous permettrait de savoir si c'est le bon ou la bonne ou pas. Nous, on n'y a pas accès à ces raisonnements-là, à ces questions-là, parce que c'est des questions trop empiriques, trop grandes, trop vastes, trop générales, trop existentielles. On ne peut pas répondre à ces questions-là parce qu'il y a trop de nuances à apporter pour qu'on puisse donner une réponse exhaustive. Et là, en l'occurrence, oui ou non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc attention à ça. Et si on ne sait pas, encore une fois, réfléchir avec nos têtes, demandons à notre corps. Notre corps, il va très vite savoir. Maintenant qu'on a dit ça. Une bonne façon de savoir quels sont nos critères à nous et comment est-ce qu'on peut faire pour trouver les personnes qui sont faites pour nous. C'est de ne pas réfléchir en termes de qu'est-ce que je veux chez l'autre. Parce qu'on est toujours très capable de faire des longues listes de qu'est-ce qu'on veut chez l'autre, alors que ça nous met dans une position où qu'est-ce qu'on veut recevoir. Déjà, ce qu'on voudrait savoir, c'est plutôt ce qu'on veut donner. Ce sera déjà un peu plus cool, un peu plus joli, un peu moins enfant de 4 ans et demi qui veut juste qu'on lui donne. En fait, on est aussi fait pour donner, les deux étant deux faces d'une même médaille, mais posons-nous la question de qu'est-ce qu'on veut donner. Mais au-delà de ça,
c'est la vraie question pour moi, c'est surtout qu'est-ce qu'on veut vivre en couple. C'est quoi le truc qu'on veut vivre dans une relation de couple? C'est quoi ce qu'on veut vivre? Bah, si ce qu'on veut vivre, c'est la complicité, très bien, ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un avec qui on partage, on ait un terrain d'entente sur lequel on soit complice. Des activités communes, par exemple, mais pas que, enfin ce qu'on veut. Mais il faut trouver des points de rencontre de complicité. Soit dans le rire, soit... Ça rejoint le premier C, hein, je n'ai rien inventé pour l'instant. Si on veut, par exemple, je vous donne un autre exemple pour que ce soit plus facile. Si on veut vivre dans notre relation de couple, on veut que notre relation de couple, ce soit une relation dans laquelle on peut faire des projets, partir à l'autre bout du monde, presque du jour au lendemain, tout quitter pour partir dans un autre pays, etc. Quelque chose d'un peu aventurier, dans ce sens-là, bah, il faut se mettre avec quelqu'un qui, lui, est capable de faire ça aussi. Ou elle, capable de faire ça aussi. Si vous voulez vivre ce truc-là et que vous vous mettez avec quelqu'un qui est très très proche de sa famille, qui veut surtout pas quitter sa région, son territoire, même son département parce que c'est à côté des siens, c'est foutu d'avance. Vous ne vivrez pas dans votre relation ce que vous voulez vivre. Donc cette personne-là n'est pas compatible avec vos souhaits. Et c'est ça le truc, c'est de trouver ce que vous voulez vivre dans votre relation et en fonction de ça, définissez le type de personne qu'il vous faut. Si vous voulez vivre une relation dans laquelle vous avez un partenaire de rando qui va faire des treks, eh ben, mettez-vous avec quelqu'un qui fait déjà des treks. Pas quelqu'un qui passe ses samedis sur son canapé, parce que ça va être difficilement compatible. Sinon, vous allez lui demander de changer pour vous. C'est quand même vachement plus fluide si vous trouvez quelqu'un qui est d'emblée là-dedans. Bien sûr, chacun peut changer, chacun peut faire évoluer l'autre, je ne dis pas l'inverse. Mais si sur tous les critères c'est comme ça, on ne va pas s'en sortir. Donc il faut vraiment mettre au clair ce que vous voulez vivre dans la relation. Est-ce que vous voulez faire des enfants avec cette personne? Est-ce que vous voulez vous marier avec cette personne? Parce que si c'est le cas, il va pas vous falloir quelqu'un qui ne veut pas d'enfants et est fermé sur l'idée du mariage, par exemple. Est-ce que vous voulez, je sais pas, quelqu'un qui partage votre foi? Auquel cas, va falloir quelqu'un de la même religion que vous, sinon ça va être compliqué. Ou en tout cas de la même spiritualité. Vous voyez un peu l'idée? Ça veut dire qu'il faut d'abord être très au clair sur le type de relation que vous voulez. Vous demandez si vous êtes capable de vivre ce genre de relation. Parce que, mettons, par exemple, si vous me dites une relation... si vous me dites, moi, je veux une relation old school, bah, il y a plutôt intérêt que vous soyez quelqu'un d'old school. Parce que si vous voulez une relation old school où il y en a un qui paye tout et l'autre qui paye rien et qui reste à la maison, mettons, trad wife, trad husband, donc vraiment ce truc-là, bah, va falloir être le genre de personne, soit en tant qu'homme qui aime tenir les portes, ouvrir les portières et porter les trucs lourds, et en tant que femme, il va falloir être le genre de personne qui aime bien se faire tenir les portes, ouvrir les portières. Sinon, ça va être compliqué. Si vous y voyez ça comme une offense ou bien que vous n'êtes pas habitué à faire ça, ça va être la merde. Parce que c'est pas du tout compatible avec ce que vous voulez. Donc c'est important d'être très au clair sur le type de relation que vous voulez et vous demander est-ce que je suis capable de faire ça? De la même façon, et je vois ça très souvent dans les séances que je fais, il y a une notion hors cadre dans les relations pour les personnes comme nous qui fait que globalement, on est assez enclin à vouloir expérimenter d'autres types de relations qui ne soient pas des relations exclusives classiques. Ça veut dire pourquoi pas philosophiquement, puis derrière, en pratique, expérimenter le polyamour, les relations libres, l'échangisme, ou bien des sexualités qui vont aller chercher sur de l'ordre du BDSM, donc dominant-soumis notamment, sans forcément aller sur le plan de la recherche de la douleur, mais en tout cas des notions psychologique de rapport de charge mentale, on va plutôt dire ça, et de pouvoir. Ça, c'est des choses que je vois régulièrement et c'est normal, c'est des pensées hors cadre où à chaque fois, dans toutes ces relations-là, on vient définir sur mesure ce qui convient aux deux. Et ça, on adore ce truc-là, de définir sur mesure ce qui nous convient. Comme on a toujours été hors cadre, on adore tout ce qui nous permet de venir dessiner le contour de c'est quoi, qu'est-ce que je veux, et dans cette situation, oui, non, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? On adore ça. Réécrire les propres règles du jeu en fonction de nous, on adore ce truc-là. Donc, ça ne m'étonne pas de voir des relations dans lesquelles, enfin, de voir des personnes qui sont dans des relations hors normes. Le truc, c'est que si vous voulez intellectuellement vous imaginer que vous voulez faire du polyamour avec quelqu'un, j'espère que vous avez travaillé sur l'idée de possessivité. Parce que si vous êtes ultra possessif, ça va être une relation qui va vous faire vachement de mal. Le polyamour en étant possessif, c'est douloureux quand même. Ça fait de bosser, il n'y a pas de problème, mais toutes les relations nous font bosser. Donc autant trouver des gens qui sont compatibles avec nous et nous assurer qu'on est bien en accord avec ce qu'on veut. Et que c'est pas juste notre tête qui choisit, que c'est bien tout le reste. Pour l'histoire des relations libres, du polyamour et compagnie, il est tout à fait possible que intellectuellement, puisqu'on est en général très fort à s'être frité aux notions de dev perso, parfois de développement spirituel, sur le plan intellectuel, le corps de l'autre ne nous appartient pas, bien évidemment, ce qui compte c'est le cœur, pas le corps, il fait ce qu'il veut, la liberté, en bannière, tout ce qu'on veut, ok, pas de problème.
Sauf que si émotionnellement, 4 ans et demi, là, ça n'a pas du tout envie de prêter ses jouets, ça va être compliqué de vouloir prêter son conjoint ou sa conjointe, d'avoir l'impression de devoir le partager. Donc c'est pas mal d'être très au clair que ça, ce soit raccord. Parce qu'on peut très bien se convaincre qu'on a envie de quelque chose, mais qu'on ressente pas du tout la même chose. Donc attention à ce truc-là. Et c'est pour ça qu'on se prend les pieds dans le tapis très souvent. C'est la question des valeurs. Qu'est-ce qu'on veut vraiment et est-ce qu'on le veut juste intellectuellement pour ressembler à la personne qui le voudrait parce qu'on a vu des personnes et qu'elles avaient l'air heureuses en faisant ça, mais est-ce que ça nous convient pour de vrai? Et ensuite, une fois qu'on a bien mis ça au clair, trouver quelqu'un qui soit compatible avec ces valeurs-là et qui corresponde à nos 3C. En général, c'est en lien. Hein. C'est l'un va découler de l'autre en fait. Et à partir de là, déjà, on a une bonne base. Ce n'est pas suffisant. Mais c'est nécessaire de commencer par là. Je vais m'arrêter là juste pour cette première partie de vidéo parce que déjà il y a un gros job à faire. Donc mettez-vous devant une feuille et demandez-vous quelles sont les choses que j'ai envie de vivre en couple. Et une fois que vous avez fait ce truc-là, demandez-vous du coup quelles sont les choses que vous allez devoir trouver chez votre partenaire pour qu'il soit compatible avec ce truc-là. Et demandez-vous est-ce que moi je suis capable d'apporter ce qui va avec, hein, parce que ça peut pas être que dans un sens. Demandez-vous ça déjà. Ça va vous éclairer les critères que vous voulez pour les autres. Et arrêtez de vous focaliser sur vos critères de base en général, qui sont un petit peu superficiels, ou en tout cas plus de la forme que de l'ordre du fond, ou bien trop généraux pour vouloir dire quelque chose. Genre, je veux quelqu'un de respectueux et d'ouvert d'esprit. Bon, bah à partir de là, on n'est pas sorti en fait, parce que tout le monde est ouvert d'esprit sur un certain domaine et fermé d'esprit sur un autre. C'est le concept de l'humanité. Et le respect, ça veut tout dire et rien dire en fonction des cultures et de l'éducation. Donc voilà, il faut se poser des questions plus précises que ça. Je vais m'arrêter là sur cette première vidéo. J'enchaîne du coup sur la partie 2 qui sortira la semaine prochaine pour pas faire des vidéos à rallonge. Mais d'ici là, du coup, foutez-vous la paix, faites-vous confiance pour choisir la personne qu'il vous faut parce que le casting, c'est essentiel. Et dans la partie 2, du coup, on discute de comment on fait une fois qu'on a bien choisi et qu'on se retrouve à être avec quelqu'un qui nous correspond. Et là, oh putain, c'est la merde, on est avec quelqu'un qui nous correspond. Donc faut pas tout envoyer, enfin, faut pas merder cette relation. Et du coup, comment on fait pour pas merder une relation quand en fait on a 4 ans et demi là et puis la capacité de voir les conflits arriver avant qu'ils arrivent et puis une régulation émotionnelle d'un enfant de 4 ans, comment on fait? Voilà, on en parle ça dans une seconde partie. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et à bientôt.